Bonjour tout le monde, j'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir cette belle émission de rentrée. C'est pas facile de parler d'éducation tant la notion a évolué et veut dire beaucoup de choses. Il y a tellement à dire sur l'éducation car la connaissance est la meilleure des armes pour lutter contre l'exploitation. Je me suis demandé par quoi commencer. Son histoire, son évolution, ses concepts, tout ça sans avoir l'air d'être rabat-joie, genre c'était mieux avant. Et même sans rentrer dans des grands récits de paradigmes et pensées littéraires que seuls les experts comprendraient, on est bien d'accord, c'est pas du tout moi. Alors soyons courts, soyons clairs pour parler et débattre des enjeux de l'éducation. Simplement, pour Gabin, 4 ans, l'éducation c'est j'aime pas l'école, mais j'aime bien jouer avec les copains. Ok, c'est un point de vue. Bon, pour Wikipédia, attention, ça va être un peu plus classique. L'éducation est étymologiquement guidée hors d'eux, c'est-à-dire développer, faire produire. Il signifie maintenant, plus couramment, l'apprentissage et le développement des facultés intellectuelles, morales et physiques, les moyens et les résultats de cette activité de développement. L'éducation humaine inclut des compétences et des éléments culturels caractéristiques du lieu géographique et de la période historique. Chaque pays dans le monde dispose de son propre système éducatif avec un rôle traditionnellement dévolu aux parents d'un enfant, ou à leur substitut, d'amener cet enfant aux mœurs de l'âge adulte et une intervention souvent croissante des États. L'éducation est considérée comme un élément important du développement des personnes, d'où le développement d'un droit à l'éducation. L'éducation ne se limite pas à l'instruction stricto sensu, qui serait relative seulement au pur savoir et savoir-faire. Elle vise également à assurer à chaque individu le développement de toutes ses capacités, physiques, intellectuelles, morales et techniques. Ainsi, cette éducation lui permettra d'affronter sa vie personnelle, de la gérer en étant un citoyen responsable dans la société dans laquelle il évolue. Pour l'illustrer, je pense direct à l'actualité. Est-ce que le problème, c'est vraiment le nombril des filles? Ne serait-ce pas plutôt le regard des hommes? On en parle des femmes en tenue républicaine, la Marianne avec un boobs à l'air et les sans-culottes? Ne perdons pas de temps avec ces débats pour parler éducation et débattons sur le fond. Éduquons les hommes au plus jeune âge pour ne plus avoir de débat sur le fait qu'une jupe est trop courte ou non. C'est aussi ça l'éducation. La CGT propose un droit à l'éducation permanente pour une formation émancipatrice tout au long de la vie. Sans rentrer dans les détails, parce que je sens bien là les camarades hyper chauds pour prendre la parole, je vous laisse aller consulter la fiche repère numéro 15, droit à l'éducation et à la formation professionnelle. Et sinon, on en parle de la pensée unique portée par les médias? Face à elle, nous avons plus que jamais besoin d'éducation populaire. Derrière ce grand terme se cache l'idée, l'envie d'armer chacun intellectuellement afin d'analyser la situation sociale et politique de façon pragmatique et objective. J'en entends certains se dire « Mais c'est quoi l'éducation populaire ?» C'est avant tout l'ambition de ne pas séparer l'action et l'analyse, de ne pas séparer celles et ceux qui font, celles et ceux qui réfléchissent et celles et ceux qui décident. L'éducation populaire, ce n'est pas éduquer le peuple. Ce sont des dynamiques collectives qui permettent aux dominés de développer ensemble une compréhension critique de la société et des origines des inégalités sociales. Il s'agit de se donner les moyens de comprendre le monde pour pouvoir le transformer. Paolo Freire exprime parfaitement la posture d'éducation populaire dans sa phrase « Personne n'éduque personne, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde ». Comme dit précédemment, cette émission spéciale rentrée veut aussi mettre en lumière toutes les difficultés rencontrées par les professionnels dits de l'éducation. Entre rentrée et épidémie, c'est toujours « débrouillez-vous ». Pas de remédiation à la difficulté scolaire. En ce qui concerne le volet pédagogique, cette rentrée s'est faite dans la douleur. Jean-Michel Blanquer ne tire aucun enseignement de la crise sanitaire, économique et sociale comme des inégalités criantes révélées par le confinement. Il poursuit ses réformes de tri social des élèves, d'attaque contre le caractère national de l'éducation. Sans parler de la loi de transformation de la fonction publique appliquée pendant cette période qui s'est avérée catastrophique en termes de gestion humaine des personnels. Le gouvernement, pour amortir l'impact de la crise sanitaire, a décidé de lancer un plan de relance. Sans surprise, ce plan s'adresse toujours aux mêmes. Le patronat est une fois de plus bien doté. En revanche, rien pour les premiers de corvée, ni les privés d'emploi. Pour la CGT, il est urgent de rompre avec cette logique et d'exiger une autre répartition des richesses et du temps de travail. Mais cette émission doit également être l'opportunité d'aborder les alternatives pédagogiques. Car si nos services publics, et en particulier l'éducation nationale, ont un grand rôle à jouer dans la formation des esprits, elle n'est pas suffisante pour lutter efficacement contre les dérives du système capitaliste. C'est pour ça qu'à la CGT, nous proposons des formations ciblées pour mieux comprendre les relations de pouvoir et de domination exercées par une minorité sur la majorité.
Se former pour être plus fort politiquement est essentiel, car pour lutter efficacement contre le démantèlement de la sécurité sociale, des retraites et de la casse des services publics, il faut comprendre ce que les dominants ont en tête. Voilà, cette introduction à l'émission de rentrée est finie. J'espère avoir suffisamment bien fait mes devoirs pour vous donner envie d'écouter la suite. Alors le menu c'est quoi? En entrée, interview croustillant. En plat principal, des chroniques tartares accompagnées de chansons aux petits oignons. En dessert, c'est une poésie gourmande. Ne salivez pas trop. Pour cette rentrée pas comme les autres, on vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, merci pour cette introduction, Elisa. Comment ça va? Bonjour. Bonjour, ça va super, merci. Et on a Karine avec nous. Bonjour Karine. Bonjour Pierre. Et nous avons Jérôme également, qui a l'air tout calme aujourd'hui. Ça va Jérôme? Effectivement, Pierre. J'ai décidé de jouer les bons élèves. Oula, je crains le pire. Bon, on va enchaîner tout de suite avec une chanson des Fatal Picard, la sécurité de l'emploi. Ils sont marrants, cette année, c'est difficile de deviner dès la rentrée lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dit. Et moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même d'Ambrand et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin me voyant me dira bande de feignants. Alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est de bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un facteur. Et dire que je paye tous vos congés. Et puis vous êtes même pas bronzés. Sans copie à corriger, 2-3 Prozac, 8 cafés. Mais je l'entends quand même dire d'en bas, je compte même pas la sécurité de l'emploi. Tu aux lunettes, c'est mon surdoué. Il sait écrire son nom sans faute, il sait compter. Waouh, bah c'est pas mal pour un troisième, il faut savoir s'en contenter. C'est clair qu'un intello pareil, il va se faire raqueter. 35 élèves, cette année, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire comme métier. J'ai dit Zidane, 15 Amel Bête et 9 Booba. Un original qui veut faire vigiler avocat. Il a dû voir chez Courbet c'était pas mal d'être avocat si jamais t'allais en prison. Ils croient qu'ils auront leur brevet en regardant l'île de la tentation. Merci pour tout ce que fait pour eux la télévision. Et mon voisin le même qui hier me dira bande de fonctionnaires. Alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez moins qu'un contrôleur. Et dire que je paye pour mon gamin, il a redoublé son CE1. Vite les bulletins à remplir, 2-3 Prozac et 8 Kir. Mais je l'entends quand même dire d'en bas, je compte même pas la sécurité de l'emploi. Les directives du ministère nous imposent faire des réunions plus régulières. On en fait même pour planifier les prochaines réunions, pour décider de ce qu'on peut donner sans risque comme sanction. Fini les notes, de temps en temps faut juste leur envoyer des SMS d'encouragement. L'évaluation c'est pas toi qui l'a fait, eux ils disent si t'es cool. Je préfère encore qu'ils me donnent des notes plutôt que des coups de boule. Impossible de les faire redoubler. Les pauvres chéris, faut surtout pas les perturber. Les programmes, faut les simplifier, y a trop de leçons, ça les assomme. Ils ont même proposé de donner le bac avec la prochaine PlayStation. Et mon voisin, vous le connaissez, me dira bande de surpayés. Vous foutez rien de la journée, vous devez pas être fatigué. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un chômeur. Et puis pas de chef et pas de rendement, c'est pas pour ce que vous faites vraiment. Les parents à rencontrer, 2-3 Prozac, 8 grands marniers. Et vu leur investissement, l'année prochaine ira pas en s'arrangeant. Faudra peut-être songer à les adopter, venir les lever le matin, le soir les coucher, et peut-être dormir à leur place, pour qu'ils restent éveillés en classe. La prof de gym n'est pas venue, s'est fait agresser dans la rue. Mais bon, il avait averti, ils veulent pas de sport avant midi. Ils peuvent déjà pas fumer en classe, et ça déjà c'est dégueulasse. Entre chaque tour une bière, un joint, c'est quand même pas des gros besoins. Cette fois-ci c'est décidé, mes gosses iront dans le privé. J'ai beau regarder à 2 fois, je la vois pas tant que ça, la sécurité de l'emploi. Et on accueille au micro d'Elisa Sam, prof au lycée pro à Vénissieux. À toi Elisa. Bonjour Sam, comment s'est passée ta rentrée scolaire? Eh ben, cette rentrée scolaire elle s'est passée dans des conditions particulièrement dégradées. Tout d'abord, évidemment, avec le contexte sanitaire dans lequel
on se trouve et en fait toujours des défauts importants dans les équipements de protection individuels mis à disposition et dans les conditions sanitaires et d'organisation du travail mis en place par l'éducation nationale. Donc on se retrouve en fait avec la fourniture de masques qui ne correspondent pas à des équipements de protection individuelle au sens où on l'entend en termes de santé et sécurité au travail. Également une situation dans laquelle on retrouve à la rentrée beaucoup d'élèves qui ont été pour certains assez éloignés, on va dire, du fait scolaire pendant un certain nombre de mois et pourtant qui se retrouvent dans des classes surchargées puisque dans l'enseignement professionnel, notamment dans le Rhône, le rectorat n'a rien trouvé de mieux dans ce contexte que d'augmenter les effectifs par classe. Alors même qu'on aurait besoin de les diminuer à la fois pour des raisons sanitaires, mais aussi pour des raisons pédagogiques, c'est-à-dire pour permettre une forme de rattrapage du temps perdu ou du temps et des conditions de scolarité de ces derniers mois. Donc contrairement à la situation en Italie où on a recruté assez largement, où on s'est posé la question des locaux disponibles et où on se pose la question de la protection des personnels. La situation dans la région et puis en France plus globalement, c'est un ministère d'éducation nationale qui fait des économies de bout de chandelle et qui continue de dégrader les conditions d'enseignement et puis de prendre un peu par-dessus la jambe la question sanitaire. Ça se traduit d'ailleurs par le fait que alors que les cas de Covid se multiplient, qu'il y a déjà des dizaines d'établissements fermés, que fait le ministère de l'Éducation nationale? Il allège le protocole sanitaire. Tu enseignes depuis plusieurs années. As-tu vu une évolution dans ton lycée professionnel ? Alors oui, puisque j'ai eu l'occasion déjà de vivre 2 réformes, l'une dite du bac pro 3 ans, donc c'était le passage de l'ancien système où il y avait 2 années pour le BEP puis 2 années pour le bac, un système où on est censé préparer les élèves à un bac en 3 ans. Dans les faits, ça s'est traduit évidemment par une dégradation importante du niveau de qualification des élèves à l'issue de la formation. Et puis, deuxième aspect, de la récente transformation de la voie professionnelle qui a encore plus, liquidé la qualité de la formation professionnelle puisque on se retrouve avec une diminution du volume horaire, notamment à la fois dans l'enseignement professionnel et dans les matières dites plus générales, et donc avec une formation qui se fait au rabais. Donc ça, c'est sur le plan de la qualité des qualifications, où on a un bac en fait où le référentiel du bac, c'est un peu le BEP d'il y a quelques années, quoi. Donc on a une déqualification des élèves, on a une dégradation des conditions de travail avec des effectifs qui augmentent, avec des moyens qui sont en baisse. On a une situation en termes notamment de taxes d'apprentissage. Avec la réforme de la taxe d'apprentissage, il y a eu assèchement en fait du financement de la formation scolaire initiale, notamment au lycée professionnel. Et du coup, ça a des conséquences très concrètes au quotidien, c'est-à-dire la possibilité, la difficulté, on va dire, c'est pas la possibilité, mais la difficulté de fournir aux élèves le matériel nécessaire pour les activités de pratique professionnelle, où on est obligé de voir tout à l'économie. Des difficultés supplémentaires aussi pour accompagner les élèves, puisque les effectifs augmentant, ça fait évidemment moins de temps à consacrer par élève pour leur réussite. Et puis dernière chose, plus globalement, en fait un déni total de l'éducation nationale sur les conditions matérielles d'enseignement et sur la dégradation de la situation dans les établissements, avec un discours un peu de pensée magique. Jusqu'ici, tout va bien, il n'y a pas de problème. Quoi qu'on fasse, quelles que soient les conditions matérielles, c'est censé bien se passer. Merci beaucoup, Sam. Au plaisir. Et donc après Sam, nous avons Dorian qui est doctorant chargé de cours en droit à Lyon 2. Bonjour Dorian, comment s'est passée ta rentrée scolaire ?
Eh bien alors, la rentrée scolaire en tant que telle n'a pas encore tout à fait eu lieu pour les doctorants, puisque les TD reprennent, pour ce qui concerne Lyon 2 en tout cas, euh, reprennent au mois d'octobre. Mais la rentrée s'est faite quand même dans les universités, avec l'autonomie des universités qui a été mise en place suite aux réformes Pécresse, puis Fioraso. Euh, on a des conditions qui sont totalement différentes en fonction des universités, donc c'est difficile de dire comment s'est passée la rentrée sur toutes les universités. Mais si on prend le cas de Lyon 2 par exemple, on va fonctionner avec des effectifs. Donc en cours magistraux, les étudiants devraient être à la moitié de l'effectif, et puis le cours magistral serait fait deux fois de suite pour limiter le nombre d'étudiants en même temps dans les amphithéâtres. Et on aurait les travaux dirigés qui, eux, se poursuivraient en effectif complet comme d'habitude. Après, on a des universités et il y a des filières à Lyon 2 où c'est aussi un petit peu le cas, où il y a le distanciel qui va être utilisé, donc les cours qui vont être donnés en visioconférence, les enseignants qui vont s'enregistrer ou qui vont être filmés, et les étudiants qui pourront suivre à distance. Et ce mode d'enseignement ne convient pas du tout, hein. On l'a vu pendant le confinement, ça s'est mis très difficilement en place. Tous les étudiants ne sont pas placés à égalité, puisque ça dépend déjà de leur matériel. Est-ce qu'ils ont un matériel de qualité suffisante pour pouvoir suivre des cours en distanciel? Est-ce qu'ils ont une connexion aussi qui est suffisante? Est-ce qu'ils ont assez de bandes passantes pour suivre le cours? Et puis même s'ils ont tout ça, en réalité, il n'y a pas l'interactivité. L'enseignant ne voit pas ses interlocuteurs, donc ne sait pas il doit reprendre, ce sur quoi il doit insister, ce sur quoi il peut passer plus vite. Donc pédagogiquement, c'est une catastrophe le distanciel, et ça accroît encore un peu plus les inégalités. Et puis, à côté de ça, on s'aperçoit qu'on n'a pas de moyens supplémentaires qui sont donnés aux universités pour pouvoir assurer des cours. On sait juste, avec le plan de relance, le plan Castex, il y aura environ 40 postes qui seraient 400 postes, pardon. Avec le plan Castex, on sait qu'il y aura 400 postes environ qui seront créés pour les BTS. Alors des postes où des heures supplémentaires qui seront données à des enseignants ou des formateurs déjà en poste, mais c'est le seul point sur lequel on a des embauches, et encore, c'est pas tout à fait garanti, puisque ça peut se traduire par des heures sup pour ceux qui sont déjà en poste. Or, ce qu'il nous faut aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, pas que dans les universités d'ailleurs, ce dont on a besoin, c'est au contraire de multiplier les effectifs pour augmenter le taux d'encadrement à l'université, avoir une meilleure qualité pédagogique, puisqu'on sait que plus le nombre d'étudiants ou d'élèves dans le secondaire est faible devant l'enseignant, meilleurs sont les résultats, plus on peut s'adapter pédagogiquement à nos interlocuteurs pour qu'à la fin, ils aient bien assimilé les connaissances qu'on a à leur transmettre. Et puis en plus, si on embauche et qu'on divise les groupes, et ben cela nous permet aussi de lutter contre la propagation du coronavirus. Donc c'est une urgence absolue que d'embaucher massivement dans l'enseignement supérieur. Alors, on voit que pour les profs, la rentrée, c'est compliqué. Mais pour les parents d'élèves, c'est pas non plus facile tous les jours. Papa, c'est qui a inventé l'école? Oh, arrête de me déranger, tu vois bien que je suis en train de liker des chatons trop mignons. Mais pas près du lit. Papa, c'est qui a inventé l'école? Papa, c'est qui a inventé l'école? Papa, comment on fait des bébés? Bon, d'accord, je suis en train de lire, ok. L'homme le plus dangereux d'Amérique. Ah bah très bien, tu sais lire. C'est qui celui-là? Un psychologue, amateur de LSD. Bon, t'en as encore beaucoup des questions là? Tu penses quoi de la passion d'école, toi? J'aurais préféré que tu me demandes ce que moi je pense de Timothy Leary, mais en fait, tout est lié.
C'est-à-dire? L'école doit à la fois permettre le maintien de l'ordre et l'émancipation de chaque enfant. Donc autant dire que dès le départ, ces deux notions sont difficilement conciliables. Et que pour renforcer l'État, on va toujours privilégier l'ordre à l'émancipation du peuple. Et quel rapport avec ton dangereux troquet? Dans les années 70, Nixon représentait l'ordre et Timothy Leary l'émancipation. L'émancipation de la jeunesse. Quand Nixon était disposé à toutes les saloperies au Vietnam ou aux États-Unis pour conserver le pouvoir et donc sa place de dominant capitaliste, Leary, lui, a tenté de convaincre les jeunes que la guerre profite toujours aux puissants, que travailler pour un patron rime avec l'exploitation et que la course au profit bousille la planète. Bref, qu'il faut mieux fumer de l'herbe que déforester les poumons de la terre. Pige? Et pourquoi? Nixon voulait l'ordre pour que les dominants continuent à faire du profit et Leary voulait l'émancipation du peuple pour vivre chez père et baiser à volonté. Oh là là, papa, ça part en couille. C'est quoi le rapport avec l'école? C'est pas sexuel, mais il est question de dualité quand même. Car si l'éducation permet le maintien de l'ordre, en vous apprenant la morale, ou devrais-je dire aujourd'hui l'instruction civique, pour vous conformer et faire de vous de bons citoyens, consommateurs, acteurs du capitalisme, elle permet aussi en théorie l'émancipation en vous apprenant à faire des pliages pour oser sortir du cadre et penser de belles utopies. Mais papa, pourquoi il a fallu attendre la Troisième République pour que l'école soit gratuite et obligatoire pour tous les enfants? Pour bien comprendre, faudrait parler de la monarchie de Juillet et du bras de fer au 19e siècle entre les bourgeois libéraux souhaitant faire du business sans entrave et les nobles attachés aux privilèges. Bref, c'est un conflit entre anciens et nouveaux dominants pour se partager le pouvoir, d'où une grande instabilité politique et une succession de révolutions manquées pour le peuple, car la seule qui a réussi dans l'histoire, c'est celle des bourgeois libéraux. Et c'est laquelle? La révolution industrielle. Et c'est quoi? Bon, là on s'éloigne un peu de l'école, mais c'est la découverte de la machine à vapeur, des autres découvertes scientifiques et technologiques qui permettent de transformer l'agriculture et surtout, les esclaves des champs en esclaves des usines. Bref, c'est l'invention du prolétaire, qui n'a rien d'autre que sa force de travail et qui est condamné à subir la domination du patron, noble ou bourgeois, qui détient les moyens de production. Ok, commence pas avec ta propagande cégéto-marxiste. Explique-nous plutôt le lien entre l'école et la monarchie de Juillet. Bon, je vais vous la faire courte, mais vous savez qu'après la Révolution française, les bourgeois ont manipulé le petit peuple afin de réduire les pouvoirs du roi et abolir les privilèges des nobles, pour pouvoir lancer en toute impunité les politiques libérales pour faire un max de profit. Bref, les bourgeois ont commencé à faire un compromis avec les monarchistes encore bien puissants pour faire une monarchie constituante. On t'a pas demandé de refaire l'histoire de France. Ok, disons que les dominants se sont entendus pour sacrifier Louis XVI et marquer symboliquement la fin de la monarchie absolue en lui coupant la tête. Mais ils l'ont rapidement remplacé par un autre despote capable de protéger leurs intérêts, délaissant bien vite les aspirations démocratiques des sans-culottes, ou si tu préfères, des dominés. Bon, et la monarchie de Juillet dans tout ça? J'y arrive. Donc, je te passe la défaite de Waterloo et la chute de l'empereur, ainsi que la nouvelle période de monarchie absolue. Mais au fait, comment ça se fait qu'il y a encore des rois après la déclaration des droits de l'homme? Parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mon fils. Et il ne suffit pas de savoir que fumais-tu pour arrêter de vendre des cigarettes. Bref, c'est le résultat de jeux de pouvoir entre nobles et bourgeois au détriment du bien commun et du bon sens. Les monarchistes ont réussi, avec l'aide des autres rois européens, à rétablir la monarchie absolue avec Louis XVIII et Charles X, puis les bourgeois ont imposé le compromis avec le roi Louis-Philippe Ier, qui, lors de la monarchie de Juillet, a partagé le pouvoir avec une assemblée pro-capitaliste. C'est là que François Guizot, alors ministre de l'Instruction, a l'idée de rendre l'école primaire obligatoire sur tout le territoire, non pas pour éveiller les consciences, mais pour mieux contrôler les populations et garantir l'ordre. Mais papa, tu veux dire que ceux qui ont inventé l'école, ils avaient pas l'intention d'apprendre des trucs aux enfants? Si, mais ils avaient surtout l'intention de contrôler les connaissances à transmettre aux enfants. C'est pour ça que vous avez un programme scolaire régulièrement revu par le gouvernement et que c'est le même sur l'ensemble du territoire. Mais tu dis n'importe quoi, Jules Ferry, il a rendu l'école gratuite et obligatoire pour l'égalité des chances de tous les enfants. Bon, je vais pas polémiquer, mais au 19e siècle, les enfants de pauvres, ils allaient plus souvent à l'usine ou à la mine qu'à l'école. Et en parlant d'égalité, il faut attendre 1975 pour que le collège soit unique. Mais c'est quoi encore ça? Il a fallu attendre la fin des années 70 pour que les enfants de pauvres puissent avoir accès en théorie aux mêmes études que les enfants de riches. Et aujourd'hui encore, l'égalité des chances est toute relative. Entre les élèves du lycée Henri IV à Paris et ceux du lycée Louise Michel d'Épinay-sur-Seine, je peux te dire qu'il y a un petit delta. Et c'est qui Louise Michel? C'était une institutrice anarchiste qui a participé à la commune et que les bourgeois ont envoyée au bagne. Mais ça, c'est une autre histoire, parce qu'avec elle, la connaissance est avant tout au service de l'émancipation. Et si c'est vrai, pourquoi on nous en parle pas à l'école? À ton avis, banane? À mon avis, tu vas un peu fort. De toute façon, tu vois de la lutte des classes de partout, même à l'école. Gros malin, une école sans classe, c'est une école buissonnière. Très drôle. Non, sans rire, imagine une école tournée vers la nature qui produise de véritables défenseurs de l'environnement et non plus des consommateurs naïfs disposés à croire au capitalisme vert et à la course au profit vertueuse car biodégradable. Attention, tu recommences à cégétiser. Peut-être, mais comment expliques-tu qu'avec nos niveaux de connaissances, on continue à maltraiter nos frères humains et qu'on accélère la pollution des sols, des eaux, de l'air et même de l'espace? L'école ne devrait-elle pas nous apprendre en priorité à vivre en harmonie avec la nature et avec les autres espèces vivantes? Voilà, tu vas pas un peu loin là? Peut-être, mais il est fort probable que je n'exagère pas assez, car même si le niveau d'instruction s'élève dans les populations, les dominants risquent d'accélérer l'extinction de notre espèce, aveuglés par la cupidité et la soif de toujours plus de pouvoir.
Et pourquoi nos profs se rendent-ils complices de ce système qui détruit la planète et reproduit les inégalités sociales? Car après tout, ce ne sont pas des dominés intelligents, non? Bah ouais, il y en a qui tentent d'utiliser d'autres méthodes pédagogiques pour émanciper leurs élèves et qui s'engagent dans des associations pour promouvoir des alternatives plus respectueuses de l'environnement. Et ça marche? Ben, faut savoir que les profs sont surveillés par des inspecteurs qui veillent à ce que l'école produise des agents économiques en mesure de produire et de consommer sans trop remettre en question le capitalisme. Donc, si un prof permet à ses élèves de comprendre que chercher à toujours faire plus de profit au détriment des autres et de l'environnement est un danger pour l'humanité, ben, il y a de fortes chances qu'il soit sanctionné, voire qu'on lui interdise d'enseigner. Mais c'est pas possible! Je suis persuadé que tu te trompes. C'est bien possible. Et l'école devrait nous apprendre très tôt à nous tromper et à ne pas en avoir honte, car marcher sur le chemin de la connaissance, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, c'est toujours gagner en humilité. Comment ça? Ben, avant d'être sédentaires, les êtres humains étaient chasseurs-cueilleurs et n'avaient d'autre choix que de respecter l'environnement et veiller à ne pas gaspiller les ressources naturelles. Aujourd'hui, il est soi-disant plus intelligent que les autres êtres vivants, et pourtant, il est le seul à produire des déchets qui polluent la planète. Là, je vois vraiment pas où tu veux en venir. Ben, l'école devrait nous permettre d'obtenir des connaissances nécessaires pour préserver notre écosystème, et non pour nous préparer à prendre une place dans un système qui bousille la planète. L'humilité serait de considérer que les espèces vivent depuis des millions d'années sur Terre, alors que la nôtre risque de briller par sa brièveté. Ah mais oui, ça me rappelle le documentaire d'Arte qui disait que si l'histoire de la Terre était un livre de 1000 pages, la présence de l'homme ne serait que sur quelques lignes de la dernière page. En effet, fiston. Le rôle de l'enseignement, c'est de vous convaincre que dans l'espace et dans le temps, les êtres humains sont insignifiants. Mais si on est vraiment insignifiant, pourquoi continuer à apprendre? Bah pour tenter de devenir moins con que les anciennes générations. C'est vraiment relou. Moi je dis halte à tout. Papa, comment on fait les frites? Je me suis chopé 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, y en a marre, c'est dégueulasse. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? C'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin. Quand t'as tellement de gens sur terre qui vont pointer chez Fourien. Avec les devoirs à la maison, je fais ma semaine de 60 heures. Non seulement pour pas un rond, mais en plus pour finir chômeur. Veulent me gaver comme une oie avec des matières indigestes. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Soulève un peu mon cartable, est lourd comme un cheval mort. 10 kilos d'indispensable, théorème de Pythagore. Si je dois m'avaler tout ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? L'essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait que tu peux voyager de ta chambre autour de l'humanité. C'est l'amour de ton prochain, même si c'est un beau salaud. La haine, ça n'apporte rien, puis elle viendra bien assez tôt. Si on nous apprend pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? Quand je serai grande, je veux être heureuse, savoir dessiner un peu, savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu, jouer peut-être du violoncelle, avoir une belle écriture, pour écrire des mots rebelles, à faire tomber tous les murs. Si l'école permet pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? Tu dis que si les élections, ça changeait vraiment la vie. Il y a un bout de temps, mon colon, que voter, ça serait interdit. Ben, si l'école, ça rendait les hommes libres et égaux, le gouvernement déciderait que c'est pas bon pour les marmots. Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Et maintenant, papa, c'est quand qu'on va où? Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Et maintenant, papa, c'est quand qu'on va où?
Eh bien, merci Jérôme de nous avoir rappelé la lointaine période révolutionnaire de Renault. Oui, merci Jérôme. Et comme l'évoquait Elisa en introduction, l'école, ce n'est pas que l'éducation nationale, c'est aussi l'éducation populaire. Et pour les syndicalistes, il y a l'école de la CGT. D'ailleurs, si je puis me permettre, je vous invite toutes et tous à regarder le film À l'école de la CGT. On met le lien tout de suite sur le site de la CGT Aura. Bon, bah, si j'ai bien compris, Pierre, on va rien dire de ma chronique. Bon, allez, j'ai dit que je faisais le bon élève, j'ai pas à me vexer. On va enchaîner sur la chronique de Karine, alors. Merci Jérôme de ne pas vous vexer. Contrairement à ce que tout le monde imagine, un syndicaliste ne passe pas son temps à manger des merguez dans l'odeur des palettes brûlées, au son de l'Internationale, tout en rêvant d'arracher les chemises des DRH et de mettre à bas l'exploitation capitaliste. Enfin, pas tout son temps. Nous participons également à des réunions organisées par les entreprises, des négociations. Nous construisons des revendications avec les salariés, nous écrivons des tracts, nous accueillons, nous conseillons. Et nous avons des milliers d'autres activités. Tout ça, c'est pas si simple et ça nécessite un apprentissage. Et oui, on ne naît pas syndicaliste, on le devient. Par différents moyens, la transmission des anciens, la lecture, et parmi ces moyens, il y a la formation syndicale. À la CGT, notre conception de la formation, ce n'est pas de retourner à l'école, à écouter un prof qui nous transmet tout son savoir. L'objectif, c'est plutôt de fournir à chaque militant, chaque syndicaliste, des outils et des méthodes pour qu'il soit en capacité de faire. C'est donner du pouvoir d'agir. Nos formations s'appuient sur une pédagogie de l'émancipation, le stagiaire acteur de sa formation. Dit comme ça peut faire slogan, mais en réalité, c'est très simple. Nous arrivons tous avec des connaissances, des savoirs, les formateurs comme les stagiaires. Et c'est par leur partage, en s'appuyant sur des contenus élaborés collectivement par notre organisation que nous apprenons. Par les temps d'échange entre participants venant d'horizons professionnels, de territoires différents, nous nous enrichissons mutuellement. Nos formations se veulent en prise avec la vie réelle et non des recettes théoriques. Et pour finir, ce n'est pas pour rien que dans l'histoire syndicale, la formation a toujours été une priorité pour la CGT. La volonté d'armer les militants pour être à égalité avec les patrons a existé dès le début. Dans les bourses de travail, autrefois, on apprenait à lire et à écrire. La formation, c'est une arme dans la lutte. Être capable de comprendre le monde, déconstruire le discours ultralibéral, analyser les mots patronaux, transmettre l'histoire du mouvement ouvrier, tout cela nous émancipe et nous rend plus libres. Et comme disait Gramsci, celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va. Karine, merci pour ta chronique. Le mouvement ouvrier a inspiré la recherche. Jérôme, vous avez quelque chose à dire ? Alors, faudrait que je commente une chronique, là ? Alors qu'on n'a pas parlé de la mienne du tout. Bah oui. Sans que je me vexe. Bon, j'ai continué à faire le bon élève, mais ça me fait mal. Alors, pour évoluer, on le sait, on a besoin souvent d'un regard extérieur et les chercheurs nous apportent ce recul nécessaire. À ce propos, il y aura un lien sur le site de l'Aura vers les travaux de l'Institut de recherche économique et sociale. Et je crois, Elisa, que tu avais une autre question à poser à Dorian sur ce sujet. Oui, tout à fait, Jérôme. Dorian, la loi de programmation pour la recherche est annoncée comme une avancée presque magique. Quel impact aura-t-elle réellement sur l'enseignement ? Alors, l'impact de la LPPR, si toutefois elle devait passer, va être catastrophique. C'est même ce que relève un avis du CESE qui a été rendu en juin 2020. Puisque avec la LPPR, on a deux énormes problèmes qui sont posés. On a le problème du financement de la recherche, mais ça va impacter derrière, ça impacte aussi l'enseignement. En France, il faut savoir qu'on est quand même des mauvais élèves en termes de recherche, puisque seulement 2,2% du PIB de la France est consacré à la recherche, alors qu'on a un objectif de 3% du PIB consacré à la recherche au niveau de la France. Donc c'est un objectif qui est posé, qui n'est pas atteint, et c'est un objectif qui est atteint par certains de nos voisins européens, et donc ça nous place tout de même en 12e position dans les pays de l'OCDE. Donc on est vraiment, en termes de financement de la recherche, on n'est pas bon. Et donc ça, c'est le financement de la recherche publique et privée. Et pour ce qui est de la recherche privée, on sait qu'on peut difficilement faire confiance, surtout dans une période de crise économique où il faut rétablir
la rentabilité du capital, on peut difficilement faire confiance aux entreprises, puisqu'on voit que sur la dernière décennie, on a quand même, en termes de recherche et développement, eu une diminution de 20 milliards d'euros en termes de recherche et développement, quand les dividendes, eux, entre 2012 et 2018, ont augmenté de 36 milliards. Donc, quand on donne de l'argent aux entreprises prétendument pour faire de la recherche, on voit que ça ne passe pas là-dedans. Et puis 3% du PIB, en plus, c'est pas si difficile que ça à atteindre. Ce serait 4,5 milliards d'euros environ pour atteindre ces 3%. Quand on voit qu'on peut sortir 100 milliards d'euros dans le plan Castex, on aurait pu trouver les 4,5 milliards pour avancer dans la recherche. Et la recherche, c'est un enjeu. Alors, évidemment, on a besoin de faire progresser les connaissances, mais en plus, ça a un impact positif sur l'économie, puisque entre 1950 et 1993, la recherche et développement, c'est 50% de la croissance économique. La moitié de la croissance économique sur le dernier demi-siècle fait grâce à la recherche et au développement. Donc on a vraiment à progresser là-dessus. Et ça va derrière impacter également l'enseignement, puisqu'on a une logique particulière en termes de recherche, où ce qui est privilégié par la LPPR, c'est le financement sur l'appel à projet. C'est-à-dire que c'est un appel à projet de recherche, donc pour une durée déterminée, qui souvent est courte, avec des rendus à avoir qui ne sont pas forcément satisfaisants et pour lesquels il n'y a pas suffisamment de moyens, et qui sont extrêmement chronophages pour les enseignants, puisqu'il faut répondre aux appels à projets. Donc c'est beaucoup de travail administratif et tout pour les enseignants-chercheurs. Il faut monter des budgets pour montrer que son projet est le meilleur. Et donc ça ne permet pas des bonnes conditions de recherche. Là où il faudrait en réalité augmenter les fonds propres des universités et des centres de recherche. En augmentant les fonds propres ou les fonds de base, eh bien, cela permettrait aux enseignants-chercheurs d'avoir une maîtrise sur leur recherche et de pouvoir mener des projets de recherche sur le temps long. Et donc c'est ça dont on a besoin, surtout quand on sort d'une crise sanitaire. On se rend bien compte que la recherche, on en a besoin pour lutter contre les épidémies et puis pour progresser. Et en plus, plus on avance dans la recherche, plus on a de choses intéressantes à dire en cours. C'est pour ça que fondamentalement, l'enseignement et la recherche sont liés à l'université. C'est que derrière, ça nourrit les cours qu'on donne aux étudiants. Et ça, c'est le dernier problème que pose la LPPR, c'est que les enseignants, les personnels vont être totalement précarisés, puisque on va développer le CDI de mission de recherche. Donc c'est l'application des ordonnances Macron au personnel des universités, pour le résumer assez vite. On va multiplier les CDD à la place d'embauche pérenne, et on va mettre en place le tenure track. Les tenure track, c'est en fait pour les docteurs, pour les jeunes chercheurs, on va les mettre pendant 8 ans environ en CDD, et puis au bout de 8 ans, on va vérifier qu'ils ont eu suffisamment de publications, qu'ils ont fait des recherches suffisamment intéressantes. Alors le problème, c'est que quand on fait beaucoup de publications, on peut se demander quelle est la qualité de ces publications. Vaut mieux une bonne publication que 10 publications qui n'apportent rien. Et c'est seulement au bout de ces 8 ans, donc on va regarder le travail qui a été fait et on va, ou non, titulariser ces enseignants. Le CESE résume ça en une question qui me semble assez pertinente. Il pose la question en conclusion, est-ce qu'on peut soigner un système avec les outils qui l'ont rendu malade? Et je pense que clairement, ce n'est pas possible. Et la logique de la LPPR, c'est bien si on veut s'en sortir en termes de recherche et si on veut relancer l'économie, il va falloir mettre énormément de moyens dans l'université, dans les centres de recherche. Merci beaucoup, Dorian. Et de rien. Merci beaucoup à toutes et tous. Nous arrivons presque au terme de cette émission. La prochaine sera consacrée aux travailleuses et travailleurs des très petites entreprises. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets d'émission, n'hésitez pas à nous les communiquer sur le forum de la page radio du comité régional. Nous terminons comme à chaque fois en poésie, parce que la meilleure école, c'est l'école buissonnière. Ma bohème d'Arthur Rimbaud.
Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel muse et j'étais ton féal. Ah là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais, assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur. Où rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés. Un pied près de mon cœur. La radio